bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en cette fin de journée. Alors, je vous mets la diapo de titre, mais celle-là, on la reverra à plusieurs reprises. Elle va être importante pour moi, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ça, c'est la diapo de titre. Vous avez mes coordonnées. Vous aurez le support qui sera mis à votre disposition. Ce n'est pas la peine de faire des photos, sauf si vous avez envie d'en faire. Vous avez le droit, évidemment, mais je vous donnerai le support. On va commencer par un truc hyper important, une pause. Alors, pas n'importe quelle pause, pas la vôtre, la mienne. Je vais poser ma télécommande et je vais vous faire bosser d'entrée. Alors, je vais vous faire bosser en quittant la scène. Hein. Je dois être le seul conférencier qui monte sur scène et qui repart de scène dans les 30 secondes qui suivent. Naviguer à vue. Vous doutez bien de la thématique, on va parler d'incertitude. L'incertitude, ça vous évoque quoi? En un mot. Alors par contre, pour faire ça, hein, je ne vais pas attraper les mots à la volée, vous allez vous mettre 2 par 2, créons du lien avant d'aller boire des coups. Si vous êtes 3 dans un coin, on fera un binôme de 3, hein. J'y vois aucun inconvénient. Vous avez 1 heure pour faire ça. Alors, ça va, vous avez 1 minute pour faire ça. J'en reviens, à tout de suite. C'est pas mal, hein? Comme quoi, quand vous bossez, c'est quand même mieux. Ça crée une petite dynamique dans cette salle. Alors, on ne va pas vous faire passer le micro, sinon on en aura pour une demi-heure de se passer le micro. Hein. Parlez fort, en un mot. L'incertitude, ça vous évoque quoi? Décision. Alors là, pour tes 50 €, tu viendras tout à l'heure. C'est la première thématique que je vais aborder juste après ça. Pas mal. Quoi d'autre? Expérimentation. Quoi d'autre? Allez-y. Hein. Inconnu. Insécurité à ma droite, stress devant, le timekeeper. C'est Thomas, c'est ça? Ouais, tu as dit stress. Mon timekeeper. Quoi d'autre? Crise, opportunité. Pas mal. On en a d'autres? Challenge. Il y a quelques mots négatifs, mais globalement, ils sont plutôt positifs, vos termes. Plutôt pas mal. Alors, l'incertitude, c'est le sujet du moment, hein, vous l'avez remarqué. Hein. On va travailler là-dessus. Je vous remets cette diapo. À quoi elle me sert? À chaque fois qu'elle sera là, ça sera le moment où j'irai boire un coup dans mon verre d'eau. Parce que comme je parle vite et que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, ça m'oblige à faire des pauses. Et c'est bien de l'eau, pour ceux qui se posent la question. Alors, on va commencer par un exercice où je vais vous demander de prendre une décision. Il y a quelques instants, vous étiez en binôme. Cette fois, vous n'avez plus le droit de parler à votre voisin. C'est individuel. Essayez de vous retenir. Les extravertis, je vous connais, vous allez avoir du mal, mais bon, essayez quand même. Alors, je vais vous donner une consigne. J'ai confiance en vous pour prendre la meilleure décision possible dans ce contexte-là. Certains d'entre vous connaissent l'exercice, ça n'a aucune espèce d'importance. Je vous l'affiche, en incrémentant petit à petit. Les policiers interrogent séparément 2 complices. Ça y est, il y en a qui ont la théorie sous-jacente en tête. Ils les interrogent séparément, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la même pièce, ok? Et ils leur font exactement la même proposition que je vais vous afficher maintenant. Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu écoperas, enfin toi tu seras remis en liberté et l'autre écopera de 10 ans de prison. Si tu le dénonces et que lui aussi te dénonce, 5 ans pour tous les deux. Si personne ne se dénonce, 6 mois pour tous les deux. Alors comme il y a probablement des rebelles dans la salle qui vont essayer de challenger ma consigne, j'ai mis 2 réponses possibles. Je dénonce ou je ne dénonce pas. Vous avez 30 secondes pour réfléchir à ce que vous feriez et ensuite, on débriefe, sans parler à votre voisin. Encore 15 secondes. C'est sûr qu'avec les petits arcs-en-ciel, l'univers carcéral, on peut mieux faire. Hein. Je n'avais pas anticipé ça. OK. Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous, à votre tour, ce que vous avez décidé. Comme ça, demain, on y est encore. Non, on va faire à main levée. Alors, je ne vois pas grand-chose, hein, mais je vais essayer de plisser les yeux. À main levée, celles et ceux qui ne dénoncent pas. On commence par ça, levez la main. OK. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Meilleur compromis. Les valeurs devant. Quelles valeurs? Justice. Les autres, pourquoi vous ne dénoncez pas?
probabilité. On va voir si le calcul est bon. La confiance, pas mal. Qui dénonce? Levez la main. Tu dénonces ton voisin? C'est un homme bon. Pourquoi vous dénoncez? Il va falloir vous décider, hein, qui a raison. Hein. Est-ce que la majorité a raison sur les probas ou est-ce que la minorité a raison? À mon avis, question rhétorique, hein, c'est la minorité qui a raison hein, sur les probas. Donc probabilité, quoi d'autre? On minimise le pire et on maximise le meilleur. Pas mal. J'ai le regret de vous annoncer que tous ceux qui ne dénoncent pas, mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est je dénonce. Et j'ai des preuves tangibles. On fait un tableau croisé dynamique, comme sur Excel. Je dénonce pas, il dénonce pas, ou elle dénonce pas. Et là, on va remplir ce que je risque en fonction de ce que vous allez faire. 5 ans, 10 ans, 6 mois, libre. Comme je ne sais pas ce que l'autre va faire, vu qu'on est dans 2 pièces séparées, s'il me dénonce, il vaut mieux que je le dénonce ou que je ne le dénonce pas? 5 ans, c'est mieux que 10. Hein. J'évite le pire. Si il me dénonce, il vaut mieux que je le dénonce. S'il ne me dénonce pas, déjà, je peux avoir le meilleur, libre. Et libre, c'est mieux que 6 mois. Moralité, je dénonce. Oui, monsieur. Voilà, je vous laisse. Salut. Débrouillez-vous avec ça. Ça va, hein. On voit que vous ne vous connaissez pas tous, hein, parce que j'ai fait faire cet exercice-là dans une start-up, ils étaient 150. Je peux vous dire que quand les gens se connaissent, ils n'hésitent pas déjà à se tacler, hein, parce que quand j'ai posé la question, ceux qui dénoncent lever la main, on a atteint le point Godwin en une demi-seconde. On sait ce que tu aurais fait en 39. Là, c'est quoi? Mais c'est pas humain ton truc. Utilitariste, c'était une bonne manière de tourner le truc. Hein. Mais c'est qui ce conférencier? Quel bip? Alors, il va falloir juste rajouter une diapo derrière. Moralité, je dénonce si je décide de manière rationnelle pour minimiser les risques. Là, on l'a vu, les probabilités, elles sont meilleures si je dénonce que si je ne dénonce pas. Alors, pourquoi je vous fais faire cet exercice? Pas pour le plaisir de vous faire un exercice en début de mon intervention. Il y a un objectif à ça. On a parlé de prise de décision tout à l'heure. C'est le terme que vous avez employé. Et donc, quand tu dis prise de décision, on va réfléchir à la manière dont on prend des décisions. Et ça va me servir à vous expliquer comment j'ai conçu cette intervention au passage. Vous avez 2 approches complémentaires. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans un débat sur les types de personnalités. LinkedIn est très fort pour ça. Donc, le modèle que j'ai choisi n'est pas validé. Il s'inspire du MBTI, qui lui-même s'inspire des travaux de Jung. Donc, tout ça n'est pas validé. Ça a le mérite, par contre, d'être suffisamment utile pour comprendre comment les uns et les autres fonctionnent. Si vous voulez un débat sur les types de personnalité ou les traits de personnalité, vous me contactez à la fin, je connais les modèles et on pourra papoter tranquillou. Mais là, il faut faire simple, rapide, efficace. Admettons qu'il y ait des gens plutôt rationnels. Les gens plutôt rationnels, ils font un tableau. Est-ce qu'ils sont plutôt détachés ou impliqués dans les situations quand ils font un tableau? Plutôt détachés. Et leur manière de prendre des décisions, c'est quoi? C'est la logique. Je décide de manière logique, donc objective, et je suis détaché de la situation. Là où les personnes plutôt empathiques vont faire l'inverse. Alors sur quoi elles prennent leurs décisions? Sur quels principes? Sur leurs valeurs? C'est ce que tu as expliqué, donc beaucoup plus subjectif pour le coup. Et est-ce que je suis détaché ou impliqué dans la situation? Je suis impliqué. Et là où c'est génial quand on fait ça, c'est qu'on peut repérer assez facilement, alors pas dans cet exercice pour savoir si vous êtes plutôt empathique ou rationnel, mais on peut repérer à vos réactions si vous êtes plutôt empathique ou rationnel. Quand j'affiche moralité, je dénonce, les profils empathiques, c'est « oh, quand même ». C'est pas très humain, tout ça. C'est assez intéressant de creuser ça. Alors, pourquoi je vous mets ça? Parce que vous allez voir que dans l'incertitude, il y a l'incertitude subie, on va l'appeler comme ça. Exemple, l'environnement économique, cette incertitude est subie. Et il y a une incertitude qu'on aime bien se rajouter comme des grands, tout seul. Pour le plaisir, on dirait. Je vous donne un deuxième exercice là-dessus, pour qu'on comprenne bien cette différence entre les personnes plutôt rationnelles et les personnes plutôt empathiques. Votre meilleur ami, ou un très bon ami, qui habite loin de chez vous, allez, à 100 km, vous téléphone, là, à 17h50, pile, et
vous dit « j'ai été cambriolé ». Vous voulez l'aider. Si vous avez un profil rationnel, vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi pour l'aider? Appelle la police. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Appelle ton assurance, ne touche à rien. Tu appelleras le serrurier après avoir eu l'assurance pour qu'il soit remboursé. Vous voyez que c'est assez objectif. Il n'y a absolument aucun intérêt de vous mettre là, votre meilleur ami, ou un très bon ami qui habite à 100 km, parce que ça pourrait être n'importe qui se fait cambrioler en ce moment même. Avec la rationalité, on peut mettre en place voilà, des méthodes, des déroulés. Maintenant, on a une approche empathique. Vous dites quoi? J'arrive. Il y a des empathiques dans la salle. Je prends la bagnole, j'arrive. Et bien voilà, vous avez compris le truc. Et là, regardez bien, je vous amène sur un truc plus perso que pro, mais quasiment tout ce dont on va parler aujourd'hui est utile à la fois dans le pro et dans le perso. Quand quelqu'un vient vous demander de l'aide, qu'est-ce qu'il vient chercher quand il vient vous demander de l'aide? Soit il vient chercher des solutions que vous pouvez lui apporter, des conseils. Donc là, on est centré sur ce qu'il faut faire. Soit il vient chercher de l'écoute, il a besoin de soutien, centré sur la personne. Donc la prochaine fois que quelqu'un vient vous dire « j'ai besoin que tu m'aides », posez-vous la question, est-ce que c'est ma personnalité qui va l'aider ou est-ce que je vais me centrer sur elle et me demander de quoi elle a besoin, cette personne? On tient le truc sur rationnel empathique? Facile. Bon, c'est très stéréotypé, mais ça a le mérite d'être clair. Et ben voilà comment j'ai construit cette intervention. On va avoir des méthodes et des outils rationnels pour appréhender l'incertitude et on va travailler sur les relations interpersonnelles parce que, croyez-le ou pas, un des endroits où on rajoute de l'incertitude, c'est dès qu'on communique ou dès qu'on travaille ensemble. Récemment, j'ai dit à quelqu'un avec qui je travaille, vivement qu'on soit remplacé par l'IA. Mais vu qu'elle a les mêmes biais que nous, je ne suis pas sûr que finalement ça soit vraiment pour résoudre les problèmes. Rappelez-vous de ce que je fais quand cette diapo apparaît. C'est ma petite pause. OK. Bon, vous avez compris l'état d'esprit de cette intervention. Je vais vous solliciter quasiment pendant tout le long. Alors, on va déjà analyser, comprendre l'incertitude. Comment fonctionne l'incertitude pour essayer de la catégoriser. Il y a beaucoup de modèles qui existent. J'en ai choisi un que j'ai un peu retravaillé. Vu ma personnalité, j'aime bien retravailler les modèles. Et vous verrez qu'on peut potentiellement anticiper, voire même prévoir l'imprévisible. Alors, je l'ai formulé sous forme de question dans une des diapos, mais là encore, question rhétorique. Peut-on prévoir l'imprévisible? Oui. Et on verra comment. Alors, vous connaissez peut-être ce modèle, présenté différemment. Un peu plus loin, quand on l'aura incrémenté au fur et à mesure, vous aurez les références. C'est le modèle Cynefin, qui ne s'écrit pas Cynefin, qui s'écrit Cynefin. C'est Y-N-E-F-I-N. Donc, vous aurez la référence. Mais comme c'est un mot gallois, il ne se prononce pas comme il s'écrit. Il vaut mieux le savoir. Et je vous ai même mis ça dans le PowerPoint. Je vous ai même écrit en petit, nota bene, comment prononcer le mot. Alors, comprendre l'incertitude. Admettons qu'il y ait des environnements qui seront stables et des environnements qui sont instables. Et ensuite, on prendra tout un tas de situations, des projets ou des choses qui se sont passées plus ou moins récemment pour savoir où ça se range. Donc c'est Snowden qui a modélisé l'incertitude et la complexité comme ça. Alors à la base, c'est plutôt la complexité que l'incertitude, mais vous allez voir qu'on la retrouve dans une des cases. Il y a d'abord les situations simples, les plus claires, les plus ordonnées. Une solution évidente existe. Alors, je ne vous donne pas d'exemple, puisqu'on va essayer de les ranger, les exemples que je vais vous donner. Ensuite, vous avez des situations compliquées. C'est le modèle qui fait la différence entre compliqué et complexe, pour ceux qui connaissent. Compliqué, plusieurs solutions existent. On verra ce qu'on en fait. Complexe, on commence à rentrer dans une zone d'incertitude plus grande. Pas de solution préexistante. Et enfin, chaotique, situation de crise. OK? Plus c'est ordonné, plus c'est stable, plus c'est tranquille, plus c'est simple, une solution évidente existe, et plus on va vers l'incertitude, plus c'est chaotique. C'est parti. Là, vous avez une partie du modèle. Je vais vous poser des questions et vous allez me dire où vous les rangez. Changer une ampoule. Simple. Quelle est la première tâche à effectuer dans le process? Couper l'électricité. On voit, il y en a peut-être qui l'ont dit, mais j'ai entendu acheter une ampoule, j'ai entendu dévisser l'ampoule. Safety first.
D'abord, on coupe le jus et il y a tout un process à faire. Effectivement, vous avez raison. Changer une ampoule, simple. Si je vous dis organiser les JO de Paris 2024, alors quand je posais la question avant, les gens disaient « chaotique ». Ça les faisait bien marrer. Simple, compliqué ou complexe? Ça se joue entre compliqué ou complexe. Hein. Alors, est-ce que des solutions préexistantes existent ou pas? Alors, si vous connaissez des gens qui ont géré une partie du projet qui n'est même pas... Enfin, c'est une multitude de projets. C'est un projet, c'est un méta-projet, plein de projets. Croyez-moi, ils ne le mettront pas dans compliqué. Hein. Ils le mettront dans complexe. Pourquoi ils le mettent dans complexe? Parce que même si on a déjà organisé des JO dans d'autres villes, ce ne sont pas les mêmes infrastructures, ce n'est pas les mêmes enjeux de transport, de bâtiments, etc., etc. Donc on doit réinventer la manière de faire. Et en plus, regardez comment on s'y est pris, nous. On a carrément fait sur la scène la cérémonie d'ouverture. Complexe, pas compliqué. On continue. Construire un Airbus A380. Compliqué. Peut-être même simple, on pourrait s'amuser à dire, parce que c'est tout un ensemble de process. Construire un avion, là, ça serait compliqué parce qu'on sait faire. Avant, c'était complexe, hein, construire un avion. Quand on a commencé, certains sont morts en essayant de construire des avions. Et l'idée, ça a été de réduire la complexité pour la transformer en quelque chose de compliqué. Le Covid en 2020, chaotique. Apollo 13. Quand vous savez, il va, alors je ne sais plus comment il s'appelle, il appuie sur le petit bouton pour purger je ne sais plus quoi, ça fait un genre de court-circuit. Chaotique, complexe, compliqué ou simple? Bon, c'est simple. Easy. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, moi je l'aurais rangé, comme la plupart d'entre vous, dans chaotique, sauf que Snowden, dans l'article que vous verrez en référence sur la Harvard Business Review, nous explique qu'il range ça dans complexe et pas dans chaotique. Alors certes, à la seconde où vous appuyez sur le bouton et que ça explose, c'est chaotique, c'est une situation de crise. Sauf que vous avez fait combien d'entraînements dans des fausses capsules? Des dizaines de fois, des centaines de fois. Vous êtes mort je ne sais combien de fois dans vos simulateurs. Et ce qui s'est passé très vite, c'est qu'on a mobilisé l'intelligence collective dans la capsule qui allait leur servir pour retourner, le LEM de mémoire, et sur Terre, où ils ont dû gérer plusieurs problèmes en même temps, en trouvant des nouvelles solutions, comme par exemple faire rentrer des ronds dans des carrés. Bon, bah, si vous n'avez pas vu le film, regardez le film, ça explique ça très bien. D'ailleurs, le film dit « Houston, on a un problème », alors que dans la réalité, ils n'ont pas dit ça. Hein. Dans la réalité, ils ont dit « Houston, on a eu un problème », mais ça prenait moins au trip. Donc ils l'ont mis au présent. Pas mal cet outil, hein? Alors, en général, dans l'agile, vous connaissez souvent la différence entre compliqué et complexe. Pour ceux qui ne connaissaient pas la source, c'est là. Alors, on en fait quoi de ce truc? Non, je boirai après. Ok, je vais boire. Allez, si vous voulez. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Pas mal. Faut boire un coup. Une bière. J'achète. C'est la fin de journée. En plus, j'étais à Grenoble hier pour une conférence. Donc, je ne vous dis pas le périple pour arriver aujourd'hui. Je suis arrivé il y a pile une demi-heure, enfin un peu plus d'une demi-heure maintenant. C'était serré. Hein. C'était serré. Je ne dis pas non à une bière tout à l'heure. Hein. Vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Eh bien, en fonction de la catégorie, on ne va pas agir de la même manière. Si on est dans une situation simple, qu'est-ce qu'on fait? On rédige une procédure, un process. Tous ceux qui aiment l'amélioration continue, le Kaizen, et en général dans l'agilité, c'est plutôt quelque chose qu'on aime bien. Les boucles d'amélioration continue dans les situations simples peuvent être hyper larges. On n'est pas obligé de faire des boucles d'amélioration continue toutes les semaines quand on est sur des process. On va juste vérifier régulièrement que le process est toujours valable. Okay? Quand on est dans une situation compliquée et que plusieurs solutions existent, qu'est-ce qu'on va faire? On va mobiliser des experts, des gens qui connaissent, qui savent. Par contre, quand on touche à la complexité, on va devoir mobiliser l'intelligence collective. Et en situation de crise, on fait quoi? Je t'avais dit que je te ferais un signe discret. Timekeeper. On fait quoi? Eh bien, action-réaction. Et en général, le but, c'est très clairement d'être en mode, comment on appelle ça, directif. Le leader est directif. Voilà ce qu'on en fait de ce modèle-là. Outils, tout ce qu'on a fait là, c'est pour arriver à cette diapo, les références en dessous, écrit en tout petit, le lien vers l'article et comment prononcer le modèle Cynefin.
Ça nous permet de ranger les choses. Bon, vous vous doutez bien qu'on va s'intéresser à la partie la plus incertaine, hein, celle qui est côté complexe et chaotique. Alors, là, je ne vais pas boire, mais je vais vous dire un truc. On va répondre à cette question. Peut-on prévoir l'imprévisible? Je vous ai dit, c'est une question rhétorique. On va rester comme ce qu'on a vu là, hein, ça, comprendre l'incertitude, un modèle comme ça, c'est plutôt rationnel comme approche. On va continuer dans le rationnel. Peut-on prévoir l'imprévisible? Alors, je vais devoir vous le traduire, je n'ai pas demandé à ChatGPT de le faire. L'émergence potentielle d'une pandémie globale, l'émergence d'une nouvelle, très transmissible et virulente maladie respiratoire humaine, pour laquelle il n'y aurait pas de contre-mesures appropriées, pourrait initier une pandémie globale. On est au conditionnel. On continue. L'émergence de cette pandémie, blablabla, il cite tous les virus qui, potentiellement, pourraient aboutir à une pandémie mondiale. Pourrait, toujours le conditionnel. Si cette pandémie, cette maladie apparaît, elle apparaîtra probablement dans une zone marquée par une forte densité de population et une proximité très proche entre les humains et les animaux, comme par exemple beaucoup de zones en Chine ou dans le sud-est de l'Asie, où les populations humaines et les stocks d'animaux vivent de manière très proche. La date, c'était quand? 1912. 2008. Ce document que vous avez là, il a été déposé, donc c'est une page hein, dans un PDF, il a été déposé sur le bureau de Barack Obama quand il a été élu. C'est de la prospective. On imagine ce qui pourrait se passer dans les 15 ans à venir, dans les 20 ans à venir, et on donne au président des États-Unis, il y en a un nouveau qui vient d'être élu, il aura le même truc à 15 ou 20 ans, où on se projette. Tout ce qui était dans le document, vous vous en doutez bien, n'a pas été réalisé. C'est un peu de la science-fiction, entre guillemets. Mais celui-là, ce scénario-là, il a existé tel quel. Et c'est là où ça va être intéressant d'aller creuser, dans la deuxième partie de cette conférence, on en fait quoi de cette incertitude? Parce que c'est bien beau de dire on est dans l'incertitude, c'est ou complexe ou chaotique, mais quelles sont les solutions qu'on a? Des solutions existent. Un risque et un problème, quelle est la différence? C'était un risque, la maladie qu'ils décrivent, parce que c'était un problème potentiel, elle n'était pas là encore, la pandémie, le problème, il est là. Et si on travaille sur l'intelligence émotionnelle, c'est plus facile de gérer des risques que de gérer des problèmes. On est moins stress. Et c'est là où je vais vous donner un premier outil pour réduire l'incertitude. On va aller sur un outil rationnel pour réduire l'incertitude, puis ensuite on va aller sur un outil relationnel ou interpersonnel pour réduire l'incertitude. Et là, cette fois, je bois. Pas la peine de me le dire. J'y vais. C'est chouette hein, comme photo. Midjourney? Point d'interrogation? Non, Envato. C'est parti, si vous ne connaissez pas, c'est stock d'images. Alors, comment réduire l'incertitude? On va commencer par une approche rationnelle. 3 scénarios possibles. Vous prenez vos projets, votre entreprise. Alors là, je suis en train de coacher, vous connaissez peut-être l'event des 2 et 3 décembre, petite pub pour TechRox. S'il y en a qui y vont, si vous n'y allez pas, allez-y. Je coach les speakers. Katia travaille chez OpenAI et m'a expliqué la teneur de son speech. C'est une ancienne start-upeuse, elle avait monté une start-up, elle me dit aujourd'hui, ChatGPT est capable de faire ce qu'on faisait en plusieurs semaines. Je codais jusqu'à 3 heures du matin. Ce que je faisais à l'époque peut être fait en 1 heure aujourd'hui. Elle va parler de l'obsolescence des start-up. Donc quand on a ça, ça va être anxiogène pour les gens qui vont l'écouter. Hein. Moi, c'était anxiogène pour moi. Je lui dis, mais ça va pas à la tête, qu'est-ce que tu vas raconter? Eh bien, ça va être intéressant de se poser la question, quel serait le scénario idéal? En vrai, ça ne me remplace pas. Quel serait le scénario catastrophe? Il peut me remplacer à 100%. Et quel serait le scénario intermédiaire? Pour chacun de ces scénarios, on peut se projeter à différentes échelles temporelles. Là, je vous en ai mis 2. Projection à 3 mois, projection à 1 an. On est toujours dans le domaine rationnel. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième outil, c'est quoi la situation potentielle qui pourrait être amenée à apparaître dans 3 mois si c'est le scénario idéal? Et quelles sont les solutions que je vais trouver? Quand vous mobilisez l'intelligence collective, si vous la mobilisez sur un problème, les gens sont stressés. Vous rajoutez de l'incertitude à l'incertitude, tu parlais de stress tout à l'heure. Alors que si vous anticipez sur des problèmes à venir, des risques, vous allez travailler sur des solutions que vous allez pouvoir utiliser et mettre en œuvre si ça arrive. On recrute même des auteurs de science-fiction. Hein.
L'armée travaille avec des auteurs de science-fiction pour imaginer ce que seront les guerres de demain. Je connais des gens qui ont fait des plans sociaux ou des plans de départ volontaires pendant le Covid. Quand l'activité est repartie plus vite que prévu, ils n'avaient pas anticipé les recrutements. Situation idéale, ça repart vite. Ils n'avaient pas anticipé les recrutements. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu des contrats. Donc, vous voyez, ça marche que les situations soient difficiles ou qu'elles soient positives. Donc ça, c'est une approche purement rationnelle. Et là, je pense que j'ai ma dose sur le rationnel. Hein. Je ne sais pas vous. Mais là, on a fait la moitié sur le rationnel. Il va falloir aller sur une autre dimension. On pourrait continuer là-dessus. Hein. Il y a plein d'outils, plein de méthodes. Mais comme je le dis souvent, dès qu'on est dans le rationnel, c'est froid. C'est de l'information froide. C'est du modèle, c'est du tableau, c'est de la statistique. Et vu mon profil, j'ai besoin de chaleur humaine. J'ai besoin d'interpersonnel, j'ai besoin de relations et d'empathie. C'est là où je vais vous emmener maintenant. Alors, c'est intéressant parce que le sujet sur lequel je vous emmène, l'orateur précédent en a parlé très rapidement. Je m'étais calé au fond quand je suis arrivé, j'écoutais ce qu'il disait. Bon, à un moment donné, j'ai mis mon casque sur les oreilles parce que je fais mon petit rituel avant de monter sur scène. J'écoute une musique, j'ai fait un sondage sur LinkedIn pour savoir si les gens me connaissaient vraiment, si mes followers me connaissaient. Ils sont bons, hein. Ils ont trouvé ce que j'écoutais pour la grande majorité. Vous le saurez demain à 10h. Si vous voulez le savoir, c'est Eminem. Pas mal avant de monter sur scène. Hein. Alors, le sujet dont je vais vous parler, je l'ai entendu l'évoquer très rapidement. Dans l'agile, ça fait un moment qu'il circule. On va parler d'une entreprise que peut-être vous connaissez. Alors j'ai tout un tas de blagues sur Google, mais je ne vais pas vous les faire là. Je le fais surtout dans les boîtes qui ne sont pas dans la tech. La plupart des gens, hors tech, connaissent les projets de Google, les projets tech de Google. Ce qu'ils ne savent pas en général, c'est que Google a tout un tas d'autres projets que les projets tech. Ils ont calculé combien il fallait de personnes dans une équipe, par exemple, un peu comme Jeff Bezos et ses 2 pizzas. Pour Google, c'est 7 personnes. Ils ont même identifié quelle taille de table à la cantine pour éviter que les gens soient isolés, mais éviter qu'il y ait trop de monde aussi pour pas qu'ils créent du lien et qu'ils se retrouvent trop nombreux à table et donc à avoir des sous-groupes. Donc tout est étudié chez Google. Mais il y a un sujet qui me paraît absolument essentiel de connaître, et celui-là, si vous ne le maîtrisez pas, vous rajoutez de l'incertitude à l'incertitude. C'est le célèbre projet Aristote. Le connaissez-vous? Certains peut-être en ont entendu parler. Pour moi, ce truc-là, c'est, je disais à l'époque, en 2016, une bombe dans le management. Et à l'époque, en 2016, je disais, vous verrez que dans 10 ans, tout le monde en parlera en France. Tic-tac, tic-tac, il reste 1 an ou 2. Alors ça va faire comme Agile, vous savez, d'un coup, tout le monde va en parler, ensuite, ça va saouler tout le monde. Toute ressemblance avec un mot agile serait purement fortuite. Alors le projet Aristote, je vous décris le projet rapidement. Imaginez, on est en 2012 et Google lance un projet en interne pour identifier ce qu'on appelle, entre guillemets, le secret des équipes performantes. L'objectif, que toutes les équipes chez Google soient performantes ou plus performantes. OK ? Pour ça, il missionne Julia, une chef de projet, ce n'est pas elle au départ, mais c'est elle qui récupère le projet. 180 équipes vont être observées. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes, enfin même des centaines de personnes qui vont être interviewées. Il y a de la data à analyser, en veux-tu, en voilà. La première partie, elle va dans le mur en fait avec son équipe parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de composer une équipe, par exemple en intégrant de la diversité, moitié hommes, moitié femmes, différents niveaux d'études et tout ça, quand ils comparent aux plusieurs dizaines de milliers de salariés qu'il y avait à l'époque, hein, parce que chez Google, à l'époque, on devait déjà être dans les 50-60 000 salariés. Aujourd'hui, ils sont 120 000. Il y avait toujours le contre-exemple. Et puis, la diversité qui semblait être déterminante dans la performance, il s'avérait que dès qu'on observait même de manière assez évidente une équipe où il n'y a aucune diversité, par exemple que des femmes, toutes comptables, toutes venant du même endroit aux États-Unis et toutes ayant le même diplôme, en quoi ça nous empêcherait d'être très performantes? Vous voyez l'idée? Donc ils se sont dit, il y a un problème. Et ils ont même ajouté, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de modèle de l'équipe performante. Parce que chez Google, on trouve des modèles pour tout. Donc techniquement, il devrait y en avoir un. Ils ont arrêté de se focaliser sur les gens qui composent l'équipe. Et ils se sont dit, c'est peut-être la manière dont les gens interagissent qui va être critique, qui va être déterminante dans la performance. Et j'insiste, hein, c'est une enquête sur la performance. Ce n'est pas une enquête sur la qualité de vie au travail ou autre chose, hein. QVCT même.
qualité de vie et conditions de travail. Alors le projet Aristote est arrivé à ce résultat. En 2015, il publie les résultats. Il a été connu, ce projet, parce qu'il a fait l'objet en fait, d'un article dans le New York Times par un prix Pulitzer. Donc ça a fait boule de neige. Sur les 5 critères qui augmentent la performance des équipes, il y en a 4, vous allez voir, quand ils sont là, ils réduisent déjà l'incertitude dans une équipe et c'est très bien. Mais il y en a un qui est déterminant, c'est le premier, je m'y attarderai un tout petit peu plus. La fiabilité. Si je suis dans une équipe, est-ce que je fais ce que je dis? Si je vous dis, je vais te rendre le dossier à telle heure, tel jour, est-ce que je le fais? Vous avez ensuite la structure et la clarté. Est-ce que je sais ce qu'on attend de moi? Est-ce que je sais qui fait quoi? Alors, pour ceux qui fonctionnent en agile, c'était le but, justement, que ça soit clair pour tout le monde. Dans la réalité, ça l'est un peu moins. Le sens. Est-ce que mon travail a du sens? Et est-ce qu'il a un impact? Ou est-ce que j'ai le sentiment d'avoir un impact? Vous voyez, j'aime bien incrémenter. Hein. Depuis que je bosse avec les boîtes du web, je fais ça tout le temps. Ça fait un moment, hein, 2008, vous imaginez? J'ai même rencontré, entre guillemets, Blablacar quand ils étaient que 30. C'était pas Blablacar, hein, c'était Covoit, covoiturage.fr. Et la toute première start-up, c'était déjà plus une start-up à l'époque, avec laquelle j'ai travaillé, c'était Mythique. S'il y a des anciennes Mythiques, s'il n'y en a pas, à l'époque, dans tous les événements, il y avait toujours des anciennes Mythiques. Le critère déterminant qui a été cité tout à l'heure, c'est la sécurité psychologique. Psychological safety. C'est quoi ce truc? Alors là, vous avez la définition du projet Aristote, je vous la lis. Les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour prendre des risques et être vulnérables les uns devant les autres. Alors j'ai pris une autre définition. Mais juste avant de vous donner la définition, on peut les mesurer, ces 5 facteurs. Hein. Si vous êtes dans le rouge, par exemple, sur, je ne sais pas moi, la structure et la clarté, comment vous faites pour aller dans l'orange? Si vous êtes dans l'orange, comment vous faites pour aller dans le jaune? Alors comme moi, je suis un ancien RH, je fais toujours des échelles à 4 niveaux. Parce que dès que vous en mettez 5, il y a toujours quelqu'un pour se mettre au milieu, et du coup, on fait quoi quand les gens se disent « ouais, moyen ». Là, au moins, vous les obligez à prendre une décision. Mais il y a toujours quelqu'un qui vous mettra dans les commentaires « alors j'ai mis 2 ». Mais en vrai, si j'avais pu mettre 2,5, voilà. Bon, vous faites comme vous voulez, mais mon conseil, si vous voulez mesurer quelque chose, utilisez plutôt des échelles à 4 dimensions. On peut même après identifier chaque item et aller plus loin. Par exemple, la sécurité psychologique. Il y a 7 questions qui sont posées la plupart du temps, rien que pour cet item-là. Alors, la définition de la sécurité psychologique. Et j'insiste, hein, le projet Aristote n'était pas un projet sur la bienveillance, la qualité de vie et des conditions de travail, ce n'était pas les risques psychosociaux ou quoi que ce soit. Hein. C'était la performance. Et vous allez voir que j'ai des preuves. Parce que des preuves existent. Alors, je voulais reformuler la sécurité psychologique, le petit cadre. Les membres de l'équipe doivent se sentir libres de faire quoi? 1, de s'exprimer. 2, de prendre des risques. Alors, pas n'importe quel risque, hein, des risques interpersonnels, comme poser des questions quand ils n'ont pas compris, donner un avis différent du groupe, admettre une erreur, sans se sentir jugé ou critiqué quand ils le font. C'est ça, la sécurité psychologique. Ça paraît fou, mais c'est le seul critère véritablement déterminant qui augmente la performance des équipes chez Google. Bon, pour être franc, pas que chez Google, hein, parce qu'ils ne l'ont pas inventé ce concept-là. Ça, c'est le blog de Google, Rework, sur lequel vous pouvez aller chercher toutes les infos de ce que je vous raconte, parce que le secret des équipes performantes, en fait, il est publié quelque part, hein, vous vous en doutez bien. Les bénéfices, les preuves que ça marche. Vous êtes prêts? Alors, j'ai joué au dé avec un dé 100, s'il y a des rôlistes dans la salle, et j'ai sorti les chiffres au hasard. C'est lequel que j'ai mis? 76% d'engagement en plus. 50% de productivité en plus. Réduction du turnover, 27 de mémoire, c'est ça. Et réduction du stress au travail, 74. Pas mal. C'est pas moi qui le dis, c'est Accenture. Et Accenture est allé récupérer différentes études et articles pour faire la synthèse de ce qu'on gagne quand on fait de la sécurité psychologique. Chez Google, avec les OKR, notamment. En fait, la question, c'est quoi? Après, il faudrait que vous alliez creuser le sujet. Les bénéfices de la sécurité psychologique. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question, quels sont les critères de mesure? Si vous connaissez comment Google fonctionne, Google, ils mettent des objectifs extrêmement difficiles à atteindre.
quand il y a de la sécurité psychologique, à l'époque du projet Aristote, dans leur manière d'évaluer la performance, ils s'étaient rendus compte, ils n'étaient pas montés à 50% à l'époque, de mémoire c'était 30%. Les équipes dans lesquelles il y a de la sécurité psychologique. L'endroit où ça a été identifié, ce truc-là, c'est dans les hôpitaux. Vous allez vite comprendre comment on peut mesurer dans des endroits différents de la tech. Imaginez, vous êtes dans un hôpital, 2 enfants sont nés, des bébés, ce sont des jumeaux, ils sont prématurés, ils sont nés beaucoup trop tôt. Le médecin vient pour faire une perfusion aux 2 bébés. On est en fin de journée, il sort de garde, il est fatigué. Et dans sa tête, 2 bébés, des jumeaux, il met double dose dans la seringue. Potentiellement, c'est mortel pour les bébés. Y a-t-il ou pas de la sécurité psychologique dans la salle? Il n'est pas tout seul dans la salle, il y a une infirmière avec lui. Question rhétorique. L'infirmière se sent-elle en sécurité psychologique pour dire au médecin, monsieur, attention, vous êtes en train de faire une erreur. Potentiellement, le bébé peut mourir, enfin les bébés peuvent mourir. À votre avis? Non. Pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas de sécurité psychologique. Parce que le contexte ne génère pas de sécurité psychologique. Alors l'histoire se termine bien. C'est extrait du bouquin de Amy Edmondson, la spécialiste du sujet, qui a écrit un article en 1999 sur la sécurité psychologique. Dans les hôpitaux, elle s'était rendue compte que les équipes, et ça paraissait complètement dingue, dans lesquelles il y avait le plus de sécurité psychologique, étaient celles qui faisaient le plus d'erreurs. Ça paraît fou. Mais en fait, ce n'est pas celles qui faisaient le plus d'erreurs. C'était les seules qui se sentaient libres d'exprimer les erreurs. Les autres, elles les mettaient sous le tapis. Vous voyez l'idée? Alors, pour avoir été chargé de mission à la HAS, maintenant tout le monde connaît, hein, grâce au Covid ou à cause, je peux vous garantir que la littérature sur ce que je viens de vous décrire et l'impact du management, du leadership ou du travail en équipe sur la sécurité du patient, c'est quelque chose. Hein. Le programme sur lequel j'intervenais s'appelle PACT, P-A-C-T-E, Programme d'amélioration continue du travail en équipe, qui est rattaché à un programme plus grand, qui est la sécurité du patient. C'était ça mon job. Améliorer la manière dont les gens travaillent ensemble pour éviter des erreurs médicales, par exemple. Donc vous voyez, quand on sort de l'environnement, on est pas mal. Hein. Alors comment est-ce qu'on crée un environnement de sécurité psychologique? C'est avec ça qu'on va terminer. Dommage. Je me demandais si j'avais une diapo après, donc je reviens en arrière. Alors, juste avant qu'on fasse ça, juste avant qu'on aille créer un environnement de sécurité psychologique, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous savez comment on fait dans ces cas-là? Vous allez vous remettre en binôme, 2 par 2, mais pas avec la même personne. Oui, parce que quand vous demandez comme ça, il y a toujours ce petit moment de blanc, alors que si je vous dis mettez-vous en binôme avec une autre personne, vous prenez 1 minute pour vous poser la question, des questions que ça vous évoque. Allez, c'est parti. À vous. Là, maintenant, il devrait y avoir un paquet de questions. Hein. Alors, petite astuce, si vous devenez speaker à un moment donné, dans un événement quel qu'il soit, si vous gardez les questions pour la fin, vous ne savez pas comment vous allez terminer votre conf. À minima, gardez toujours 1 ou 2 diapos de conclusion pour que ce soit vous qui ayez la main. Moi, je les mets quasi systématiquement aux 2 tiers, 1 tiers. Enfin, là, il y a moins d'1 tiers, hein, mais il reste 4-5 diapos avec un autre outil. Au pire du pire, juste avant la conclusion, quand j'ai une conclusion spécifique. Voilà. Ça, c'est une première technique. Deuxième technique, si vous posez la question, avez-vous des questions à un groupe comme vous êtes là, plusieurs dizaines, il y a toujours ce blanc. Alors soit vous les préparez à l'avance, et là tu as l'organisateur ou l'organisatrice qui te fait « Oui, alors moi j'ai une question, Antonin. Est-ce que tu penses que… » Ça ne fait pas le truc préparé déjà. Ou alors vous trichez, entre guillemets, vous faites exactement ce qu'on vient de faire là, c'est vous créez des moments d'interaction, parce qu'en fait des questions vous en avez forcément. Alors je ne pourrais pas répondre à toutes, hein, sauf si vous voulez rester jusqu'à 20h. Mais notre bière nous attend. Il ne faut pas déconner. Alors, quelles questions avez-vous par rapport à la sécurité psychologique ou par rapport au modèle Cynefin ou par rapport à l'incertitude de manière générale? Je vous écoute. Parlez fort et je la reformule pour tout le monde. À vous. Comment on fait pour que nos managers, ceux qui sont là avec nous pour créer le cadre de cette sécurité psychologique, viennent écouter ta question? Comment on fait pour que les managers appliquent la sécurité psychologique? Il fallait les inviter ici. Alors, pour la petite anecdote, hein, la sécurité psychologique, je la découvre au moment où elle sort. Comme je fais une veille de ce qui se passe aux États-Unis, dès février ou mars 2016, l'article dans le New York Times est sorti en 2015. Dès février-mars, j'en ai parlé à un client, j'ai envoyé un mail, j'ai vérifié la date. Donc ça veut dire que 2-3 mois à peine
après sa sortie, j'en ai parlé. Là, aujourd'hui, la sécurité psychologique, elle est en train de se répandre partout. Simon Sinek a interviewé il y a quelques mois Amy Edmondson, la spécialiste du sujet. Simon Sinek, vous voyez qui c'est, avec ses millions de followers. C'est le gars qui a fait Start with Why, commencer par le pourquoi. Donc là, ça y est, la mayonnaise prend. Chez Chanel, Lina, la nouvelle CEO, elle est arrivée il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Elle porte ce sujet-là en interne. C'est devenu un critère, si vous voulez, en interne, une sorte de guide de comment on doit se comporter. Et c'est rigolo, parce que comme j'intervenais déjà chez Chanel, il y en a qui m'ont dit « Oh, ben alors, tu nous en avais parlé en 2016 ». Alors peut-être pas en 2016 chez Chanel, en 2018. C'est marrant, hein? Dans une start-up que j'accompagne, j'ai animé un workshop avec le CODIR, et il s'est passé un truc où le CEO, c'est pour ça que je ne vous donne pas le nom de la start-up, fait un truc qui manifestement, lui il le fait pour déconner, mais en face la personne à qui il le fait est heurtée. Et comme j'avais posé le sujet de la sécurité psychologique, la personne en question s'est sentie de dire à son CEO, ce que tu viens de faire, et ce n'est pas la première fois, ça me heurte. Eh bien, ce n'est pas compliqué, hein. C'est un CEO assez incroyable, parce que dans le mois qui a suivi, j'intervenais pour toute sa boîte, 150 personnes, et ensuite j'ai fait des formations aux managers pour déployer justement la sécurité psychologique en interne. C'est-à-dire que lui était persuadé de faire une blague, sauf qu'en réalité, ça n'en était pas une. Donc à un moment donné, on pose les messages, et puis ensuite, il faut les répéter, hein. Le premier truc qui détruit la sécurité psychologique, c'est pas compliqué, c'est les jugements de valeur. Et vous savez quoi? On passe nos journées à en faire. On parle dans le dos des gens, on critique les gens. Et si je vous dis, là, dans 7 minutes et 30 secondes, quand vous allez partir, là, pas de jugement de valeur, pendant 1 heure. Bon allez, on négocie, pas de jugement de valeur pendant 10 minutes. Comme ça, on gagne du temps. Oh, elle est dégueu, cette bière. Jugement de valeur. Oh, c'était chelou comme conférence. Jugement de valeur. C'était génial, jugement de valeur. Il est bizarre, ce conférencier. Il a l'air sympa. Quel âge a-t-il? J'ai des preuves. J'ai mon permis de conduire dans mon... J'ai des preuves pour tout. Je cite toujours mes sources. Vous avez d'autres questions que pour les managers? Oui, vas-y, pardon. Excellente question. La différence entre le management bienveillant ou la bienveillance et la sécurité psychologique. L'excès de bienveillance démontre une absence de sécurité psychologique, parce que ça veut dire qu'on ne va pas poser des sujets difficiles sur la table. Donc dans la sécurité psychologique, ça intègre une dimension bienveillante, la manière de dire les choses, c'est avec ça qu'on va terminer. Mais trop de bienveillance, c'est pas bon. Je fais des nouvelles têtes maintenant. Puis les couleurs changent, vous ne le voyez pas, hein. Au début c'est vert, après c'est jaune, après c'est orange, après c'est rouge. Que va-t-il se passer dans quelques minutes? Je stresse maintenant. Non, je plaisante. Donc oui, la bienveillance, c'est un peu comme la peur, si vous voulez. Le management par la peur, il peut avoir des conséquences aussi négatives que le management trop bienveillant. Et dans certaines entreprises pour lesquelles j'interviens, parfois on me fait intervenir parce que c'est à la schlag, hein. L'exemple, c'est le hardcore management, hein. Il a tenu à garder l'anonymat, ça commence par un E et ça finit par un Elon Musk. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, hein. C'est lui-même qui a appelé ça le hardcore management. Quand il a racheté Twitter, que c'est devenu X, il a dit « tu as 48 heures pour décider si tu restes ou pas ». Vous n'aviez plus accès aux mails, plus accès aux locaux. Ambiance. Donc la sécurité psychologique, ce n'est pas la bienveillance. Et je n'ai jamais utilisé le terme de bienveillance en entreprise parce qu'il est extrêmement galvaudé. Et je pense que dans certains cas, le problème de la bienveillance, c'est que ça finit par devenir de la complaisance. Pour citer Julia de Funès et d'autres, dont je ne partage pas toutes les solutions ou quoi, mais alors sur les constats, je suis assez raccord avec pas mal de choses, hein, pour être tout à fait franc. Bon allez, pour terminer dans les temps, hein, ça y est, vous m'avez donné envie avec cette bière. Il va falloir qu'on y aille. Comment on crée un environnement de sécurité psychologique? Je vous donne un outil, le meilleur outil que je connaisse pour communiquer efficacement. Je vous l'affiche, et ensuite on fait un exercice, et on en aura terminé avec cette intervention. Quand vous communiquez, vous pouvez être factuel. Un fait, c'est objectif et indiscutable. Si on devait parler de météo, on dirait quoi? Il pleut. Quoi d'autre? Il fait quoi? 24 degrés? Pas mal, mais ce n'est pas encore assez factuel, hein. Il n'y a plus de saison.
Catégorie opinion. Alors, les faits, il faut être extrêmement précis quand on communique avec des faits. Aujourd'hui, je suis un peu perdu, 13. Comme j'ai une conférence par jour cette semaine, c'est un peu compliqué de savoir où j'en suis. Donc le 13 novembre, à telle heure, à Rennes, il fait tant de degrés Celsius. Ça, c'est factuel. Tout le reste ne l'est pas. 80% de ce qu'on dit dans le cadre professionnel rentre dans la case opinion. Étonnez-vous que ça soit un joyeux bordel, les rétrospectives. Il y a un article dans la Harvard Business Review, le mindset agile, l'état d'esprit agile, 2 points, la sécurité psychologique. Ça veut dire que ça y est, on commence à raccrocher les morceaux. Dernière catégorie, sentiment. Sur la météo, plutôt que de dire « oh là là, il fait froid ou il n'y a plus de saison », j'ai froid. Factuel, je pourrais vous donner mon âge, mais je vais vous laisser calculer, parce que maintenant que j'ai mis ça en suspens, il faut que je donne la réponse. Je suis né la même année que la sortie du premier Star Wars, qui porte, comme chacun le sait, le numéro 4. Tous ceux qui ne sont pas capables de répondre spontanément à la question, salut. Vous êtes virés, vous êtes les maillons faibles. Les autres, demandez à Google. Alors, c'est bon, fait opinion, sentiment, easy peasy. Je vous ai fait une petite liste de trucs sur l'agilité. Il va falloir me dire si c'est un fait, une opinion ou un sentiment. Et après, j'ai encore 2 diapos pour conclure. On sera à 2 minutes de rab. On est pas mal. C'est bon pour tout le monde? La première phrase. J'ai été ravi de travailler avec toi sur ce projet. Et j'ai été ravi d'eux. Parfait. C'est un bon moyen de faire du feedback, cette technique. On donne, pour donner du feedback positif, un fait. Tu as fait ceci et cela. Tu as bien fait de faire ça, opinion. Ou tu as fait du bon boulot, opinion. J'ai été ravi d'eux. J'ai apprécié que. Super feedback positif de malade. Bon, évidemment, quand vous avez un feedback d'amélioration à faire, parce que feedback négatif, c'est plus du recadrage, vous ne dites pas « t'es un blaireau, mais j'ai des preuves ». On évite ce genre de truc. Donc, on va direct aux preuves. Alors, l'agilité est une excellente méthode de travail. Opinion. Et vous voyez le débat tout de suite? Ouais, mais non, mais plus maintenant, mais oui, mais non, mais machin. Arrêtez de vous casser la tête. Dès que vous êtes dans les opinions, vous êtes parti pour de la justification, de l'argumentation. Vous allez parler pendant des heures avec les gens pour même pas les convaincre. Je ne suis pas à ma place dans l'équipe. Parce que regardez celle d'en dessous. Je ne me sens pas à ma place dans l'équipe. Pour reprendre le manager, vous allez voir votre manager et vous lui dites « je ne suis pas à ma place dans la squad ». Je connais tout le jargon agile. Vous croyez quoi? Le PO a dit au Scrum Master qu'on avait oublié une story, une épique dans le Kanban. WTF. Oui, je connais même les acronymes. Alors, pourquoi? Vous allez voir votre manager. Vous lui dites « je ne suis pas à ma place dans l'équipe ». Il va vous répondre spontanément une opinion. « Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu es à ta place dans l'équipe. » Ou « la porte est là, j'attendais que tu le dises, je ne te retiens pas. » C'est risqué l'opinion. Ça amène d'accord, pas d'accord. Alors que le sentiment, qu'est-ce qu'il amène? Je ne me sens pas à ma place dans l'équipe. Oh là, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, quand vous voulez solliciter l'écoute de votre manager, évitez l'opinion, elle est plutôt dans le sentiment. Le manifeste agile a été publié en 2001. Vrai. Le mot agile est devenu un mot fourre-tout. C'est comme il n'y a plus de saison, ça, mon bon monsieur. C'est de la merde, ce mot agile. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit. Il y a eu un article dans Forbes en 2015 où les fondateurs de l'agile avaient dit « on n'aurait jamais dû appeler ça agile parce que tout le monde veut le faire ». Ça a l'air fun. Opinion. On ne peut pas lui faire confiance. Opinion. Je n'ai plus confiance en lui ou en elle. Sentiment. J'ai le sentiment que nous avons bien avancé. Il y avait un piège. Oh là là. Eh oui, parce qu'on n'exprime pas un sentiment en commençant la phrase par « j'ai le sentiment que ». J'ai le sentiment que j'aime les pâtes. J'ai le sentiment que j'aime mes gosses. J'ai le sentiment que mes gosses me saoulent. Ça marche dans les deux sens. Vous allez direct à dire j'aime mes gosses me saoulent, j'aime les spaghettis et tout ça. Ça, c'est une phrase de politique. Que pensez-vous d'eux? Mettez tout ce que vous voulez. Eh bien, voyez-vous, j'ai le sentiment que... blablabla. Ils aiment bien faire ça. Ça donne l'impression que c'est indiscutable alors que ça ne l'est pas. Vous la connaissiez, cette technique? Certains, oui, ça ressemble à la CNV, communication non violente. Elle est plus ancienne que la communication non violente. Toutes les personnes qui sont dans cette salle, vous la connaissez. Soit vous avez des gosses, soit vous avez été des gosses. On ne dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas. C'est exactement cette technique. Alors pour conclure,
crois même que j'ai fait une diapo pour conclure. Conclusion, pour aller plus loin. Je vous ai mis ma newsletter si ça vous intéresse. Alors, j'ai jamais fait de... J'en ai encore pas envoyé une seule. C'est vu ma personnalité. Mais ça fait pas longtemps que je mets un QR code. Donc, préparez-vous à la recevoir un jour ou l'autre et ne vous attendez pas de la régularité. Parce que, alors, vu ma personnalité, faire un truc tous les 15 jours, tous les mois et tout ça, ça va vite me gonfler. Mais je vous garantis un truc, hein, je vous mettrai des trucs sympas, fun, et je viens de louer des bureaux à côté de chez moi, donc je vais même pouvoir mettre des vidéos. Donc là, maintenant, ça y est, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Mais pour terminer, j'ai mis les sponsors. Hein, parce qu'on m'a dit, il faut mettre les sponsors dans ta presse. Tac, ils sont tous là, s'il y a les sponsors dans la salle, vous êtes là. Et je vous l'enverrai la presse, ou je vous la mettrai à disposition. Je termine avec une toute petite anecdote chez Disney, pour qu'on reparte en rigolant, parce que les deux prématurés, là, ça a quand même flingué l'ambiance. Imaginez un stagiaire de 3e au service informatique de Disney. Le stagiaire informatique à Disney, 3e, 13 ans, 14 ans, il ne comprend rien de ce qu'on raconte. Vous imaginez le jargon Disney? Le cast member, le guest, le stirco, on va aller manger chez Balou. Il ne comprend rien. Vous rajoutez tout le jargon informatique. Ouais, les bases de données MySQL, front-end, back-end, gna 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 gna. Tous les anglicismes. Le meeting, le reporting, le brainstorming, tous les acronymes et tout le jargon agile, le PO, le Scrum Master, blablabla. Donc le pauvre gosse, il ne comprend rien à ce qu'on raconte. Il fait un rapport de stage qu'il distribue entre midi et 2 le vendredi, qu'il a imprimé, à tous les membres de l'équipe qui sont allés manger chez Balou, c'est un des bâtiments de Disney, dans lequel il y a une cantine. Le manager est là, il récupère un truc, il dit « Oh, c'est sympa d'avoir fait ça ». Il ouvre le truc et il voit déjà que le gamin a fait un tableau avec les salaires de tous les membres de l'équipe. Débunkage immédiat, il a tout ramassé. Il a dit « Je ne vais pas laisser ce truc-là ». Donc si vous avez un stagiaire de 3e, cadrez bien ce que vous attendez de lui. Mais mon anecdote est la suivante. Le gamin a fait un glossaire de tous les mots qu'il ne comprenait pas. Et c'est avec ça que je vais terminer, qu'on rigole un peu. Moi, je le recrute dans 10 ans, ce gosse, c'est sûr. Meeting. Il a défini ce qu'était un meeting. Vous allez voir, c'est mignon. Meeting, 2 points. Et c'est en lien avec les opinions, le fait de parler pour ne rien dire. Hein. Meeting, c'est comme une réunion, sauf qu'on n'y prend pas de décision. Merci à toutes et à tous. C'était un plaisir de faire cette intervention. C'est l'heure de la bière. Merci beaucoup.